Singapour a été transformée à jamais par un seul homme. En 1965, cette petite île sans ressources naturelles a été expulsée de la Malaisie, faisant face à un effondrement économique certain. Mais aujourd'hui, cette même nation affiche l'un des produits intérieurs bruts par habitant les plus élevés au monde. Partant d'un arrière-pays pauvre, Singapour est devenue une puissance économique en une seule génération. Et la force motrice derrière ce changement était Lee Kuan Yew. Son leadership ferme et ses méthodes strictes ont transformé la nation et remis en cause les idées traditionnelles sur la gouvernance. Les dirigeants autoritaires sont souvent liés à des pays mal gérés. Mais dans cette vidéo, nous verrons comment Lee Kuan Yew a brisé le moule et créé un miracle économique en Asie du Sud-Est. Le 9 août 1965, Lee Kuan Yew est apparu à la télévision nationale, visiblement bouleversé et en larmes. Lors de l'annonce de l'expulsion forcée de Singapour de la Fédération de Malaisie, la situation de Singapour était désespérée. Avec une superficie de seulement 581 km² et une population d'environ 2 millions d'habitants, le pays manquait de ressources naturelles de base, y compris d'une source fiable d'eau douce. L'économie était en ruine, le chômage montait en flèche et les investisseurs étrangers fuyaient. La situation géopolitique de Singapour était aussi risquée. Entouré de voisins potentiellement hostiles et confronté à des tensions raciales internes qui menaçaient d'exploser en violence à tout moment, Lee Kuan Yew comprenait la gravité de cette situation. Les petites nations ont souvent du mal à atteindre une véritable indépendance, restant économiquement vulnérables et dépendantes de leurs alliés. De nombreux experts pensaient que Singapour sombrerait rapidement dans la pauvreté et le chaos, devenant à peine une note de bas de page dans l'histoire des États défaillants. Cependant, à cette heure la plus sombre, Lee prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Au lieu d'abandonner, Lee releva le défi de redresser Singapour, peu importe les obstacles. Il savait que l'hésitation n'avait pas sa place. Seules des actions audacieuses, parfois controversées, donneraient à Singapour une chance de survivre et de réussir. Et la première tâche de Lee Kuan Yew était une course à enjeux élevés pour forger une identité nationale à partir de zéro. Les émeutes raciales de 1964, qui ont fait au moins 34 morts et plus de 560 blessés, ont révélé les tensions profondes entre les communautés malaises et chinoises. Ces affrontements étendus au paysage démographique complexe du Singapour des années 1960, avec une population composée d'environ 76% de Chinois, 15% de Malais et 7% d'Indiens, chaque groupe nourrissait ses propres intérêts, pratiques culturelles et griefs historiques. Lee a compris que la survie de Singapour dépendait de la capacité à forger ces communautés disparates en une seule identité singapourienne cohésive. Pour relever ce défi, Lee a mis en place la politique d'intégration ethnique. Le programme a démantelé les enclaves ethniques en établissant des quotas pour chaque groupe ethnique dans les ensembles de logements publics. La politique imposait effectivement l'intégration au niveau le plus fondamental de la vie quotidienne, remodelant la géographie même de l'île pour servir le grand objectif de la cohésion nationale. L'application stricte des quotas raciaux dans le logement, l'éducation et même le mariage a suscité des inquiétudes concernant l'ingérence excessive du gouvernement. Cependant, Lee est resté inébranlable dans sa conviction qu'un Singapour uni était essentiel à la survie et à la prospérité de la nation. La politique linguistique de Lee favorisait aussi une identité singapourienne commune. L'anglais a été établi comme langue commune de communication, tandis que l'enseignement dans les langues maternelles était requis pour aider les gens à rester connectés à leurs racines culturelles. Cette approche visait à créer des citoyens bilingues capables de naviguer à la fois dans l'économie mondiale et dans leur propre héritage culturel. À mesure que ces politiques prenaient en racine, Singapour a connu une transformation progressive mais profonde. Une génération a grandi en voyant l'identité singapourienne comme la norme. Avec le temps, Singapour est devenu un modèle d'harmonie raciale, les émeutes ethniques n'étant plus qu'un lointain souvenir. C'est l'ingénierie sociale de Lee qui a posé les bases sur lesquelles les futurs succès de Singapour allaient être construits, préparant le terrain pour l'une des transformations économiques les plus remarquables de l'histoire. La vision de Lee Kuan Yew pour Singapour était de créer une oasis du premier monde dans une région du tiers-monde. Cet objectif ambitieux semblait totalement inatteignable pour une petite île pauvre en ressources qu'on a à l'époque. Pourtant,
Lee a orchestré une transformation économique qui a propulsé Singapour de la pauvreté à la prospérité en seulement quelques décennies. Les investisseurs étrangers considéraient dans Singapour comme un pays risqué pour investir. Lee a compris que pour que Singapour survive et prospère, il fallait qu'elle devienne indispensable à l'économie mondiale. Il s'est concentré sur la création d'un environnement favorable aux entreprises. Le Conseil de développement économique, créé en 1961, a activement courtisé les multinationales en offrant un environnement politique stable, de faibles impôts sur les sociétés et des restrictions minimales sur la propriété étrangère. Mais cela ne suffisait pas. Pour être compétitive mondialement, Singapour avait besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée. Le gouvernement de Lee a beaucoup investi dans l'éducation et la formation, créant un vivier de travailleurs adaptés aux industries de haute technologie. La stratégie économique de Lee a aussi exploité la position stratégique de Singapour dans le détroit de Malacca. Il a soutenu la création d'un port de classe mondiale, faisant de Singapour un centre commercial majeur. Cette initiative a porté ses fruits, faisant de Singapour un maillon clé des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les résultats des politiques économiques de Lee étaient stupéfiants. En 2015, Singapour était devenue une économie de haute technologie grâce à d'importants investissements en recherche et développement, favorisant l'innovation dans tous les secteurs. Le taux de croissance du produit intérieur brut du pays dépassait régulièrement celui des pays développés, atteignant parfois des valeurs à 2 chiffres lors de fortes expansions. Le style unique d'autoritarisme de Lee lui a permis d'être extrêmement pragmatique sur le plan économique et de prendre des décisions rapides pour mettre en œuvre des politiques favorisant la croissance. Ce modèle, souvent appelé capitalisme d'État, combine des aspects des principes du libre marché avec une forte direction gouvernementale. Bien que controversé, il s'est révélé remarquablement efficace dans le contexte singapourien. Alors que l'économie de Singapour prospérait, le pays a rejoint les rangs des tigres asiatiques, aux côtés de Hong Kong, de la Corée du Sud et de Taïwan. Ces nations se distinguaient par une industrialisation rapide et une forte croissance entre 1960 et 1990. Même parmi ce groupe d'élite, Singapour s'est distingué par la rapidité et l'ampleur de sa transformation. Cependant, ces tendances autoritaires ayant permis des réformes économiques rapides ont aussi soulevé des questions sur les libertés civiles et politiques. À Singapour, Lee Kuan Yew pensait que la démocratie à l'occidental n'était pas adaptée aux défis uniques de Singapour, alors son système politique a privilégié le progrès économique et la stabilité sociale plutôt que les libertés individuelles. Cette approche s'est traduite par un contrôle strict de la presse et un traitement sévère de l'opposition politique. Jusqu'à aujourd'hui, Singapour se classe constamment parmi les derniers dans les classements mondiaux de la liberté de la presse. Le gouvernement a utilisé des poursuites pour diffamation et des réglementations strictes des médias pour contrôler l'information, arguant que cela est nécessaire à l'harmonie sociale. Le cas de James Balajaretnam, un leader de l'opposition de premier plan qui a fait face à de multiples poursuites ayant conduit à sa faillite, illustre la position intransigeante de Lee contre la dissidence. Des politiques comme celle-ci s'étendent profondément dans la société singapourienne, mettant en place des lois strictes et des sanctions sévères pour des infractions mineures. La célèbre interdiction du chewing-gum symbolisait la conviction de Lee de réguler même les petits comportements pour le bien commun. Lee soutenait que ces mesures étaient essentielles à la survie de Singapour, citant ses expériences pendant l'occupation japonaise comme ayant été déterminantes dans la formation de ses opinions sur la gouvernance par la peur. Mais on ne peut pas nier que Singapour a atteint une stabilité et une prospérité remarquables sous son règne. Le coût pour les libertés civiles et le pluralisme politique a été compensé par l'énorme richesse créée au cours du dernier demi-siècle. Et toute cette croissance économique a transformé Singapour d'un acteur local en un influenceur mondial. La politique étrangère de Lee Kuan Yew, influencée par l'occupation japonaise, reposait sur une compréhension pragmatique du pouvoir et de l'autosuffisance. Lee a résumé sa vision des relations internationales par cette déclaration. La nature essentielle de l'homme n'a jamais changé. La tâche diplomatique principale de Singapour était d'équilibrer sa relation entre deux puissances, les États-Unis et la Chine. Pour parvenir à cet équilibre, il y avait 2 choses que Lee devait accomplir. La première était de s'imposer comme une partie neutre, en tant qu'entité non affiliée en Asie du Sud-Est.
Un peu comme le rôle que joue Oman au Moyen-Orient ou la Suisse en Europe. En tant que cité-État neutre, pouvant servir d'intermédiaire entre des puissances rivales, Lee élèverait le statut international de Singapour bien au-delà de sa taille. Mais l'autre élément essentiel était de rendre Singapour tout aussi impénétrable qu'une autre partie neutre comme la Suisse. Mais la Suisse avait l'avantage d'être une région montagneuse incroyablement difficile à envahir. Mais Singapour n'est qu'une petite île à l'extrémité de la mer de Chine méridionale. Alors Lee a établi une stratégie militaire connue sous le nom de doctrine de la crevette venimeuse. La doctrine affirme que Singapour doit maintenir une armée si redoutable que les grandes puissances y réfléchiraient à 2 fois avant d'attaquer. Et maintenant que Singapour avait l'économie pour réellement financer la puissance militaire, elle l'a fait de manière agressive. En 2022, le budget de la défense de Singapour a dépassé 11 milliards de dollars, se classant parmi les plus élevés au monde par habitant. Ce niveau élevé de dépenses reflète la politique de défense de Lee, qui reconnaît les vulnérabilités géographiques de Singapour tout en tirant parti de sa puissance économique pour créer un puissant effet dissuasif. Sous Lee, Singapour a créé l'une des armées les plus avancées de la région. Les forces armées singapouriennes comprennent une forte concentration de soldats, de chars, de navires de guerre et d'avions par kilomètre carré. La récente commande de chasseurs F-35 par la nation auprès des États-Unis marque une étape importante, faisant de Singapour le premier pays d'Asie du Sud-Est à exploiter ces avions de pointe. Et au cœur de la posture défensive de Singapour se trouve le concept de profondeur stratégique. En raison de sa petite taille, la frontière de la nation est proche de ses actifs stratégiques. Cette réalité nécessite une armée capable de réagir rapidement et efficacement à toute menace, une exigence satisfaite par le haut niveau de préparation des forces armées suédoises et le système de conscription obligatoire de Singapour qui exige que tous les hommes singapouriens servent. 2 années de service militaire garantissent qu'une force militaire bien entraînée et prête est capable d'une mobilisation rapide à tout moment. L'ingéniosité d'avoir rassemblé tous ces éléments a valu à Lee Kuan Yew les éloges de certaines des plus grandes figures de la politique mondiale. L'ancien président américain Barack Obama l'a qualifié de l'une des figures légendaires de l'Asie. Et Henry Kissinger a décrit Lee comme l'une des asymétries de l'histoire, capturant parfaitement sa capacité à exercer une influence disproportionnée par rapport à la taille de Singapour. Et dans le dernier chapitre de l'habileté de Lee en tant que dirigeant, il a préparé la prochaine génération à poursuivre son succès. Comme toujours, son approche de la planification de la succession était méticuleuse. Il a mis en place un système visant à former en continu des dirigeants compétents pour les générations futures, en recrutant et préparant de nouveaux leaders aptes à gérer les défis du gouvernement de Singapour. Avant de quitter son poste de Premier ministre, en 1990, il a soigneusement sélectionné et encadré des personnes prometteuses, testant leurs compétences et leur résilience. Goh Chok Tong et Lee Hsien Loong faisaient partie de ceux qui ont gravi les échelons pour finalement diriger la nation. L'efficacité de la stratégie de Lee est devenue évidente des années après qu'il a quitté ses fonctions. Les dirigeants suivants ont maintenu bon nombre des politiques fondamentales de Lee, tout en s'adaptant aux circonstances consommateurs changeantes. La stabilité économique, la cohésion sociale et la méritocratie demeurent au centre de l'approche de Singapour. Sous une nouvelle direction, Singapour a prospéré, son produit intérieur brut par habitant passant de 14 000 en 1990 à plus de 70 000 $ aujourd'hui. Comme tous les grands dirigeants, Lee Kuan Yew a ses détracteurs, mais Singapour reste à ce jour l'une des sociétés les plus sûres au monde. Tout simplement, Lee Kuan Yew est l'un des bâtisseurs de nations les plus efficaces de l'histoire. Et j'ai hâte de continuer à voir comment cette fondation tiendra dans la décennie à venir. Merci de regarder.